Je m'appelle Vincent Morgan et depuis 1992, j'offre à mes patients les nombreux avantages de l'implant Bicon. Dans cette vidéo, je vous expliquerai diverses techniques restauratives pour le système d'implant dentaire Bicon. J'espère qu'elles vous procureront une meilleure compréhension de l'utilisation et de la restauration réussie de l'implant Bicon, de façon à ce que vous et vos patients puissiez en profiter. Avant de parler directement des techniques cliniques, je discuterai d'abord une vidéo d'un cas clinique datant d'il y a 15 ans, dans lequel, pour des raisons esthétiques, 3 couronnes céramo-métalliques unitaires étaient remplacées par 3 nouvelles Integrated Abutment Crown, des couronnes à piliers intégrés. Notre démonstration commence avec le contrôle radiographique et clinique des 3 implants maxillaires antérieurs placés il y a 15 ans. Les 3 anciennes couronnes céramo-métalliques unitaires se retirent facilement en les tournant et tirant à l'aide d'un davier. Puisque le puits des implants a un diamètre de 2 mm, 3 transferts d'empreintes de 2 mm en titane rouge avec leur chape en plastique rouge sont positionnés à la force des doigts dans le puits des implants pour la prise d'empreintes au niveau de l'implant. Lors du retrait du porte-empreinte, les 3 transferts d'empreintes en titane sont enlevés et assemblés avec les analogues d'implants rouges avant d'être insérés dans les chapes plastiques situées dans l'empreinte pour la confection d'un modèle avec fausse gencive. Les couronnes céramo-métalliques vieilles de 15 ans servent ici de restauration provisoire. Après la réalisation des couronnes permanentes à piliers intégrés, les anciennes couronnes céramo-métalliques sont enlevées des implants et les nouvelles couronnes IAC sont mises en place. Ce cas clinique montre clairement la simplicité du protocole prothétique et les bons résultats à long terme au niveau de la radiographie, des tissus mous et de l'esthétique en employant l'implant Bicon. L'implant Bicon peut être restauré avec diverses techniques et piliers permettant de s'adapter parfaitement à presque toutes les situations cliniques. Pour les prothèses amovibles complètes, on peut utiliser les piliers Brevis ou les piliers Locator. Pour les couronnes, bridge et les restaurations sur barre amovibles, on peut utiliser les piliers fixes amovibles. Pour les prothèses télescopiques, on peut utiliser les piliers non épaulés. Pour les couronnes unitaires métalliques, céramo-métalliques, tout céramique, composite ou fraisées, et pour les couronnes multiples non solidarisées ou solidarisées, ou les bridges fixes, on peut utiliser les piliers stilt épaulés, des piliers non épaulés et les piliers fixes amovibles. Pour la révolutionnaire couronne à piliers intégrés, sans ciment et sans vis, on peut utiliser le pilier Bicon le plus large selon les contours sous-gingivaux. Puisque la majorité des implants Bicon sont des restaurations unitaires avec une couronne à piliers intégrés ou une couronne céramo-métallique, nous parlerons d'abord des protocoles pour ces 2 restaurations-ci. Mais avant tout, nous devons expliquer les techniques de prise d'empreinte et le choix du pilier approprié. Bien que la prise d'empreinte directe au niveau du pilier et la technique d'empreinte indirecte sur pilier, utilisant une chape de transfert et un analogue de pilier soient des procédés simples, la plupart des praticiens et prothésistes préfèrent utiliser la technique de prise d'empreinte au niveau de l'implant. Cette méthode est non seulement très fiable, mais elle est aussi très pratique et économique, réduisant au minimum le temps passé au fauteuil et la nécessité d'entretenir un stock des divers composants. La prise d'empreinte au niveau de l'implant se fait avec un transfert d'empreinte en titane, une chape en plastique et un analogue d'implant en couleur rouge, bleue ou verte, destiné spécifiquement à un puits de l'implant avec un diamètre respectivement de 2, 2,5 et 3 mm. Dans notre démonstration de la technique de prise d'empreinte au niveau de l'implant, 4 transferts de 2,5 mm en titane bleu sont positionnés à la force des doigts
dans le puits correspondant des implants de 2,5 mm. Et les chapes en plastique bleu sont placées sur le tenant d'empreinte titane avant de prendre l'empreinte. Une fois l'empreinte de l'arcade complète enlevée, les tenants d'empreinte titane doivent rester dans les implants et uniquement les chapes plastiques doivent être retenues dans l'empreinte retirée. Si le transfert en titane serait retiré avec la chape, la position de l'implant ne serait probablement pas enregistrée avec précision, et l'empreinte devrait donc être refaite après avoir vérifié la pose définitive du transfert en titane dans le puits de l'implant. La prise d'empreinte indirecte sur le pilier pour les piliers non épaulés s'effectue avec une chape de transfert bleue, rouge, jaune, verte ou pourpre destinée spécifiquement à un pilier avec un diamètre de 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6,5 mm et de 7,5 mm et un analogue de pilier en aluminium. Dans notre démonstration de la technique de prise d'empreinte indirecte au niveau du pilier, utilisant des piliers non épaulés, des chapes en plastique rouge sont placées sur des piliers non épaulés de 4 x 6,5 mm pour la prise d'empreinte. Après le retrait de l'empreinte, les analogues de piliers de 4 mm en aluminium sont insérés dans les chapes en plastique rouge pour la confection d'un modèle en plâtre avec fausse gencive. La prise d'empreinte indirecte au niveau du pilier pour le pilier stilt épaulé se fait avec une chape d'empreinte en couleur crème et un analogue de pilier en laiton avec un diamètre qui s'adapte au diamètre du pilier stilt épaulé. Dans notre démonstration de la technique de prise d'empreinte indirecte au niveau du pilier, utilisant des piliers stilt épaulés, 4 chapes en plastique de la couleur des dents sont placées sur les piliers stilt épaulés de 4 x 3,5 mm pour relever une empreinte. Après le retrait de l'empreinte, les analogues de piliers de 4 mm en laiton sont insérés dans les chapes de 4 mm en plastique de la couleur des dents avant la confection d'un modèle en plâtre avec fausse gencive. La prise d'empreinte directe au niveau du pilier ne nécessite aucun composant d'empreinte. Il s'agit ici simplement d'une prise d'empreinte sur les piliers comme s'ils étaient des dents naturelles. Cette technique permet aux praticiens de modifier le pilier en bouche à l'aide des fraises en carbure afin de créer un espace occlusal ou un épaulement sous-gingival pour satisfaire aux exigences esthétiques. Les piliers non épaulés et les piliers stilt épaulés sont disponibles avec une grande diversité de diamètres, hauteur, angulation et pour certains piliers avec différentes hauteurs de la tige de connexion. Avant de choisir un pilier, il faut avoir une bonne compréhension des mesures et des descriptions des piliers. Pour les piliers non épaulés, le diamètre se mesure au point le plus large du pilier qui se trouve au point supérieur de la base hémisphérique. Pour les piliers non épaulés, la distance entre le point supérieur de la base hémisphérique et la face occlusale du pilier constitue la hauteur. La distance entre la base hémisphérique des piliers non épaulés et la face supérieure de l'implant est variable et dépend du diamètre de la longueur de la tige de connexion du pilier. Pour une tige d'un diamètre de 2 mm, la distance est de 3 mm. Pour la tige de 2,5 mm, la distance est de 2 mm. Pour la plupart des tiges de 3 mm, la distance est de 2 mm, excepté pour les deux piliers rallongés de 5 et 6,5 mm avec une distance respectivement de 4 mm et 5,5 mm entre le point supérieur de l'implant et le diamètre maximal de la base hémisphérique. Tous les piliers non épaulés sont disponibles avec une angulation de 0 degré et de 15 degrés, tandis que certaines versions sont également angulées à 25 degrés. Le pilier stilt épaulé dispose d'un épaulement usiné et il est mesuré et décrit de manière différente que les piliers non épaulés. La hauteur du pilier stilt épaulé se mesure du point supérieur de la base hémisphérique
jusqu'à la face supérieure de l'implant. La distance entre l'épaulement usiné et la face supérieure du pilier prothétique est identique pour tous les piliers Stilt. Les piliers Stilt épaulés sont disponibles avec une angulation de 0 degré et de 10 degrés. Le positionnement d'une jauge de profondeur dans le puits de l'implant facilite le choix du pilier Stilt épaulé avec la hauteur appropriée pour obtenir une bonne esthétique gingivale. Les marquages horizontaux indiquent une distance de 2 mm, 4 mm, 6 mm et de 8 mm entre l'implant et l'épaulement du pilier. Un pilier doit être aligné avec les dents adjacentes et être aussi large que possible pour soutenir les tissus mous ou les papilles interdentaires sans les affecter. Pour un meilleur résultat esthétique, l'épaulement ou le point le plus large du pilier doit se trouver 2 mm en dessous de la crête gingivale, particulièrement en région vestibulaire. La longueur et la largeur du pilier prothétique doivent être suffisamment réduites pour offrir l'espace nécessaire aux alliages et aux céramiques de la couronne céramo-métallique. Si l'implant est profondément positionné, il faudrait utiliser un pilier Stilt épaulé avec une tige de connexion plus longue. De plus, une tige guide colorée dont le diamètre s'adapte au puits de l'implant et un alaisoir coloré correspondant au diamètre du pilier sélectionné peuvent être utilisés pour enlever l'éventuel coincement de tissu mou entre l'implant et le pilier. La mise en place d'un pilier se fait de la même manière que la pose d'une couronne à pilier intégré. Une fois le pilier approprié sélectionné, il est inséré dans le puits de l'implant et tourné jusqu'à son alignement avec les dents adjacentes. Puis, il est définitivement mis en place en tapant légèrement le manche d'un guide pilier droit au coudé. Quelques piliers angulés disposent d'une fossette pour faciliter l'orientation dans l'axe du puits de l'implant à l'aide d'une tige de positionnement rouge de 2 mm. Un pilier se retire aisément du puits de l'implant en le tournant et sortant, ou de préférence en tapant légèrement sur le poignet d'une pince d'extraction lorsqu'elle tient le pilier. Un pilier peut être retiré et repositionné plusieurs fois durant une période de quelques jours ou années sans endommager le cône d'obturation bactérienne. L'utilisation d'un porte-pilier facilite la modification extra-orale des piliers en offrant un moyen de tenir les piliers fermement. L'une des extrémités de l'instrument comprend un puits de 3 mm et dans l'autre se trouve un trou fileté pour l'insertion d'une tige avec un diamètre de 2 mm ou de 2,5 mm. La poignée du porte-pilier est interchangeable avec la jauge de profondeur. Un sulcus gingival avec une profondeur supérieure à 7 mm peut entraîner une inflammation bactérienne locale du tissu mou, qui se résout généralement par l'irrigation du sulcus. Les piliers de cicatrisation et les piliers provisoires en plastique blanc, ainsi que les piliers temporaires en titane, servent à établir et ou à conserver un sulcus gingival au-dessus de l'implant. Leur diamètre correspondant au diamètre et à la forme de la base hémisphérique du pilier permanent sélectionné. Avant d'insérer le pilier de cicatrisation ou temporaire, l'alaisoir avec le diamètre adapté est tourné sur une tige guide positionnée dans le puits de l'implant pour enlever l'éventuelle interposition des tissus mous lors de la pose définitive du pilier permanent. Le praticien doit choisir un pilier avec un diamètre suffisant pour soutenir les papilles interdentaires sans les affecter. Il faut souvent modifier la face vestibulaire du pilier pour prévenir une rétraction de la gencive en vestibulaire à cause d'une charge excessive du pilier. Les piliers provisoires de cicatrisation, avec leur chape en plastique, permettent de confectionner une restauration provisoire, esthétique et fonctionnelle. Les piliers temporaires en titane s'utilisent également lors de la pose de l'implant où ils servent de piliers transmuqueux pour la chirurgie en un temps. En plus, tous les piliers s'utilisent pour prévenir la fermeture du sulcus gingival après avoir enlevé un pilier permanent du puits de l'implant.
Afin d'éviter la nécessité d'enlever un pilier avec une tige de connexion fracturée d'un diamètre de 2 mm, les praticiens devraient limiter l'utilisation des tiges de 2 mm de diamètre aux incisives inférieures si possible. La fracture d'une tige de 2,5 ou de 2,3 mm est très improbable, quelle que soit sa position. Pour retirer une tige fracturée de 2 mm, il est impératif que le pilier soit clairement visible. Le retrait d'un pilier fracturé se fait de manière similaire à une pulpotomie d'une incisive mandibulaire. Par hasard, la longueur de la tige fracturée dans l'implant correspond à celle d'une fraise en carbure numéro 1557. Après le forage initial dans le centre de la tige fracturée, il faut prendre une radiographie pour vérifier si la fraise suit l'axe d'insertion de l'implant et du pilier. Une fois le praticien atteint le puits de l'implant, comme s'il pénètre dans la cavité pulpaire, on retire le pilier à l'aide d'une fraise ronde numéro 4 et d'un contre-angle à basse vitesse de manière similaire à l'enlèvement du plafond pulpaire. Le pilier fracturé est généralement retiré sur la manche d'une fraise ronde numéro 4. Après retrait du pilier fracturé, l'implant peut être restauré avec la même prothèse scellée sur un nouveau pilier. La couronne à pilier intégré, IAC, est une restauration sans ciment et sans vis. Après la prise d'empreinte au niveau de l'implant et la confection d'un modèle avec fausse gencive, la couronne IAC est réalisée au laboratoire par le scellement chimique et mécanique d'un matériau composite polycéramique à la surface titane d'un pilier Bicon. Le pilier prothétique peut être beaucoup plus petit que le soutien métallique requis pour les restaurations céramo-métalliques. Un pilier prothétique de 4 x 4 mm suffit pour un soutien adéquat du matériau composite pour la couronne IAC. Les matériaux polycéramiques sont plus forts en grande quantité. Il faut donc appliquer une couche minimale de 3 mm autour de la tige de connexion du pilier en titane. Après la préparation et le nettoyage du pilier, plusieurs couches du matériau composite photopolymérisé sont appliquées au pilier, modelées et polies mécaniquement pour simuler la morphologie et l'esthétique de la dent à remplacer. Comme déjà mentionné, le choix du pilier approprié dépend du type de la restauration finale. Pour une couronne à pilier intégré, le pilier approprié doit permettre une quantité maximale du matériau composite polycéramique en région mésiale, occlusale et distale, et il doit être le plus large possible selon les contours sous-gingivaux pour un résultat esthétique. Il faut absolument éviter tout contact du matériau composite avec l'os. En effet, si le matériau composite polycéramique serait appliqué sur la tige de connexion du pilier à proximité de l'os crestal, ceci mènera très probablement à une perte de l'os crestal autour de l'implant. Il est donc essentiel que le choix et la modification du pilier permettent un contact sous-gingival maximal du titane avec les tissus mous. L'utilisation d'une image digitale pour enregistrer quelques couleurs des dents naturelles adjacentes contre un arrière-plan noir présente un outil pratique de communication pour indiquer la couleur désirée au prothésiste, en lui envoyant simplement l'image digitale en email ou carte mémoire. Avant l'insertion définitive de la couronne IAC, il faut d'abord vérifier les contours cervicaux des tissus mous et de l'os, ainsi que les contacts mésodistaux et les contacts occlusaux. Lors d'une compression de la gencive qui empêche la pose définitive de la couronne IAC, une simple incision offre souvent une solution, sauf en cas d'une interface osseuse sur le pilier titane. Les éléments interférents peuvent être enlevés en modifiant la couronne IAC extraoralement ou en positionnant intraoralement une tige guide colorée dans le puits de l'implant sur laquelle un allésoir avec un diamètre s'adaptant à la base hémisphérique du pilier est placé et tourné pour éliminer tout tissu interférent. Avant de corriger les contacts interproximaux, il faut tourner légèrement la couronne IAC à l'aide d'une pince d'extraction pour vérifier si les contacts interproximaux désirés sont obtenus dans la nouvelle position.
Pour atteindre un contact interproximal passif lors de l'utilisation du fil dentaire, une fraise en carbure ou un polissoir en caoutchouc s'utilise extraoralement. Ou une bande abrasive peut être utilisée intraoralement pour enlever le matériau en excédent. Par contre, pour fermer un contact interproximal ouvert, la zone interproximale est rendue rugueuse et nettoyée à l'alcool avant d'appliquer un adhésif et un matériau composite à la couronne IAC qui est ensuite photopolymérisé et poli extra ou intraoralement. Tout type de composite peut être appliqué, pourtant il est conseillé d'utiliser le même matériau que celui de la couronne IAC. Si la teinte exacte du matériau n'est pas disponible, l'utilisation d'une couleur translucide nous aidera à obtenir un bon résultat esthétique en absorbant la couleur sous-jacente de la couronne IAC ainsi que la couleur de la dent adjacente. La plupart des couronnes IAC sont mises en place en demandant aux patients de serrer des mâchoires sur un coton-tige. Pourtant, les couronnes IAC maxillaires antérieures et d'autres couronnes avec des angulations marquées nécessitent un guide de positionnement thermoplastique pour diriger leur insertion dans le grand axe de l'implant. Ce guide de positionnement est confectionné dans un dispositif en fermant sa partie mobile contenant la couronne IAC dans la partie fixe contenant le matériau thermoplastique flexible chaud, formant ainsi le guide de positionnement individuel qui sera utilisé avec une tige de positionnement vissée dans une poignée droite. S'il y a un souci concernant la désinsertion potentielle d'une couronne IAC ou d'un pilier maxillaire antérieur avec une tige de connexion d'un diamètre de 2 ou de 3 mm, la tige de connexion du pilier et le puits de l'implant doivent être nettoyés soigneusement à l'alcool afin d'insérer la couronne IAC. Des contaminants tels que du sang ou de la poudre des gants pourraient réduire de 50% la fraction du cône d'obturation. Il faut vérifier les contacts interproximaux passifs à plusieurs reprises lorsque la couronne IAC est posée à l'aide de 6 tapes intermittentes. L'utilisation des implants Bicon Max 2,5 offre aux praticiens une connexion pilier-implant beaucoup plus résistante, éliminant ainsi tout souci de désinsertion du pilier. En outre, il faut éliminer méticuleusement tous les points de contact inciso excessifs pour prévenir la désinsertion des piliers non solidarisés maxillaires antérieurs avec une tige de connexion d'un diamètre de 2 mm ou de 3 mm. Particulièrement en cas d'un axe d'insertion divergent de l'implant ou d'une occlusion postérieure inadéquate. Puisque le pilier avec une tige de 2,5 mm de diamètre offre une plus grande résistance à la désinsertion qu'une tige d'un diamètre de 2 mm ou 3 mm, les piliers de 2,5 mm ne nécessitent pas la même attention au niveau de leur insertion et leur pose qu'un pilier avec une tige de 2 mm ou de 3 mm lors de la restauration des implants maxillaires antérieurs non solidarisés. Il faut donc exercer seulement une force minimale en positionnant les couronnes IAC ou les piliers avec une tige d'un diamètre de 2,5 mm avant leur pose définitive, car le retrait pourrait être difficile. Afin d'identifier les points de contact inciso excessifs, le patient doit simuler les contacts qui apparaissent lors du bruxisme du sommeil. À cet effet, il doit bouger la mandibule dans ses mouvements limites en serrant. Les contacts les plus problématiques se trouvent souvent en région vestibulaire dans des dents maxillaires antérieures à cause de l'extrusion d'une dent inférieure ou d'une restauration maxillaire trop épaisse au niveau vestibulaire. Ces contacts problématiques se manifestent en serrant et reculant la mandibule de la position de protrusion. Le modelage, la finition et le polissage mécanique des composites polycéramiques ou hybrides sont des procédures simples lorsque les techniques et les instruments appropriés sont employés. L'utilisation d'une spatule pour lisser ou enlever le matériau en excès avec des petites touches facilite le polissage final. Une fraise de finition en carbure telle que la 7904 ou un prépolisseur blanc facilite la modification initiale.
Le polissage se fait successivement avec un polissoir rose pour céramique, une brosse de carbure de silicium, une brosse en poil de chèvre douce avec de la pâte à polir diamantée et finalement avec un disque de polissage en toile. Grâce au positionnement universel du pilier Bicon à 360 degrés dans le puits de l'implant et aux propriétés des matériaux composites, la couronne à pilier intégré, IAC, offre aux praticiens et aux patients des avantages cliniques impressionnants, inégalés par rapport à d'autres conceptions d'implants. Parmi ces avantages cliniques, on note le scellement intraoral des bridges. De simples modifications permettent d'éliminer les bords métalliques inesthétiques et la différence de longueur des couronnes cliniques. La fermeture intraorale des contacts interproximaux ou occlusaux ouverts et la possibilité d'obtenir intraoralement des surfaces parfaitement polies après chaque modification. L'ajustage parfait des bords au niveau de l'interface titane composite présente un autre avantage. Même avec un microscope électronique à balayage, aucun espace n'est visible à l'interface composite titane. Néanmoins, le bénéfice le plus important réside dans le temps de travail réduit requis pour la restauration d'un implant avec d'excellents résultats esthétiques et fonctionnels, éprouvés cliniquement, même en cas d'un implant mal positionné. Le cas clinique suivant montre la facilité avec laquelle beaucoup de situations cliniques frustrantes peuvent être résolues facilement. Un bord cervical métallique inesthétique est corrigé aisément en retirant la couronne IAC à l'aide d'un davier et en préparant le pilier pour ajouter du matériau composite hybride. Après polissage, la couronne IAC est simplement repositionnée dans le puits de l'implant. En outre, la différence des longueurs de couronne clinique se rectifie de façon similaire. Grâce aux propriétés des composites hybrides et la diversité de leurs couleurs gingivales, le praticien peut corriger l'esthétique gingivale facilement. Dans notre exemple, les tissus mous du patient sont utilisés pour le modelage intraoral des contours gingivaux du matériau composite rajouté avant photopolymérisation et le retrait de la couronne IAC pour la finition et le polissage. Si l'on n'arrive pas à fermer un contact interproximal ouvert en tournant simplement la couronne, celle-ci est retirée du puits de l'implant en la tenant avec une pince d'extraction et en tapant sur la poignée. La surface interproximale est rendue rugueuse et nettoyée à l'alcool avant d'y appliquer et photopolymériser un adhésif. Un composite polycéramique est ensuite appliqué à la surface interproximale avant de repositionner la couronne IAC dans le puits de l'implant pour le modelage et la photopolymérisation. Ensuite, la couronne IAC est retirée pour la finir et polir. Et finalement, elle est mise à sa place définitive dans le puits de l'implant en tapant légèrement. Les restaurations peuvent être fonctionnelles pendant des années avec une dimension verticale donnée avant d'y ajouter du matériau si on veut augmenter la dimension verticale de l'occlusion du patient. Grâce aux comptes d'obturation bactérienne et à la restauration IAC sans ciment, les implants mal placés peuvent être restaurés aussi facilement que ceux en bonne position. Et des implants restaurés de manière inadéquate peuvent être remplacés facilement par des couronnes IAC esthétiques. Le scellement intraoral des bridges fixes est un concept révolutionnaire qui offre aux praticiens et aux patients une économie de temps de travail considérable, éliminant ainsi les frustrations inhérentes et l'obtention d'un ajustage passif de l'armature en métal. Après vérification de l'esthétique escomptée et des adaptations fonctionnelles des couronnes IAC en extension, leurs surfaces interproximales sont préparées pour le scellement du matériau composite ajouté avant de repositionner les couronnes. Après leur pose définitive, les résidus du composite sont enlevés avant de photopolymériser et de polir la connexion scellée. Dans le cas improbable d'une fracture de cette connexion, le praticien devrait simplement refaire le scellement intraoralement avec un minimum de temps clinique et d'effort. La couronne céramo-métallique
est probablement la restauration la plus utilisée. Grâce au positionnement universel du pilier Bicon à 360 degrés, la couronne céramo-métallique peut être scellée intra- ou extra-oralement en utilisant soit le pilier non épaulé ou le pilier stilt épaulé. En outre, avec l'utilisation de piliers fixes amovibles, la couronne céramo-métallique peut même être transvissée. La plupart des praticiens et prothésistes préfèrent la prise d'empreinte au niveau de l'implant lors de la réalisation de leur restauration céramo-métallique pour sa simplicité et le temps minimal au fauteuil. Toutefois, la prise d'empreinte directe sur le pilier en bouche permet aux praticiens de modifier le pilier intra-oralement à l'aide des fraises en carbure et de prendre l'empreinte directement sur le pilier sans aucun composant implantaire, tout comme pour les dents naturelles. Par contre, la prise d'empreinte indirecte avec une chape en plastique coloré et un analogue de pilier utilisant soit le pilier non épaulé ou le pilier stilt épaulé représente une méthode pratique pour les praticiens qui désirent choisir leur pilier eux-mêmes. Mais, comme pour la technique de la prise d'empreinte directe, le praticien a besoin d'investir dans un stock varié de piliers. Le scellement d'une couronne céramo-métallique sur un pilier Bicon se fait comme pour les dents naturelles. Mais le positionnement universel à 360 degrés du pilier Bicon permet aux praticiens de sceller la couronne céramo-métallique extra-oralement, éliminant ainsi les problèmes des résidus sous-gingivaux de ciment qui pourraient entraîner à terme une importante perte osseuse. Dans notre première démonstration d'une restauration céramo-métallique, un pilier non épaulé de 6,5 mm est aligné et inséré dans le puits de l'implant avant de sa pose définitive avec des petits coups dans le grand axe de l'implant et du pilier en tapant légèrement. On a opté pour le pilier non épaulé de 6,5 mm car il a un diamètre suffisant pour soutenir les papilles interdentaires sans les affecter. Après la pose du pilier, une empreinte indirecte au niveau du pilier est relevée en positionnant une chape adaptée de 6,5 mm en plastique vert sur le pilier et en le retirant au sein du porte-empreinte. Un analogue de pilier de 6,5 mm est ensuite placé dans la chape de 6,5 mm en plastique vert située dans l'empreinte avant de couler le modèle en plâtre sur lequel une chape en plastique de couleur crème est utilisée pour le montage en cire lors de la réalisation de la couronne céramo-métallique. La couronne céramo-métallique est scellée intra-oralement avec une quantité minimale de ciment suivant les procédures habituelles. Il faudrait s'assurer de l'enlèvement de tous les résidus de ciment puisqu'il pourrait causer une perte osseuse autour de l'implant. Dans notre deuxième démonstration, après contrôle clinique de la couronne céramo-métallique, elle est scellée extra-oralement sur le pilier. Les résidus de ciment sont enlevés et la couronne et le pilier scellés sont placés dans le puits de l'implant en tapant légèrement. Alternativement, la restauration peut être mise en place par le patient en exerçant une force occlusale sur la restauration. Après la prise d'empreinte au niveau de l'implant et la réalisation du couronne en or sur un pilier non épaulé préparé, la couronne en or et le pilier préparé sont placés dans le puits de l'implant pour vérifier leur position correcte avant de les sceller extra-oralement. Après avoir enlevé les résidus de ciment, la couronne en or et le pilier sont insérés dans le puits de l'implant en tapant légèrement. Les techniques restauratrices pour les bridges fixes et les restaurations solidarisées sont fondamentalement les mêmes que pour les dents naturelles. Pourtant, le positionnement universel à 360 degrés du pilier Bicon dans le puits de l'implant
offre aux praticiens des avantages cliniques inégalés par rapport aux dents naturelles et aux autres systèmes d'implants. L'un des avantages réside dans l'utilisation de la prothèse finie pour orienter la position du pilier dans le puits de l'implant, ce qui résout généralement beaucoup de problèmes au niveau de l'adaptation passive de l'armature coulée et des restaurations mal positionnées. Dans notre première démonstration, nous montrons l'insertion d'un bridge fixe mandibulaire céramo-métallique de grande portée qui commence avec la prise d'empreinte au niveau de l'implant utilisant des transferts d'empreintes en titane vert et des chapes plastiques de 3 mm. Grâce au positionnement universel à 360 degrés du pilier Bicon, le bridge fini peut être utilisé comme moyen d'orientation et de positionnement des piliers dans le puits de l'implant. Tout d'abord, le pilier canin est inséré dans le bridge et puis aligné et positionné dans le puits de son implant en dirigeant la face mésiale du bridge vers la face distale de l'incisive latérale. Le bridge est enlevé et le pilier est mis en place définitivement dans le puits de l'implant en tapant légèrement. Puis, le bridge est réinséré pour vérifier l'adaptation correcte. Ensuite, le pilier molaire est inséré dans le bridge pour son alignement et sa pose initiale dans l'implant molaire. Le bridge est enlevé et le pilier molaire est placé à sa position finale. Le bridge est inséré pour le contrôle clinique et radiographique de l'adaptation avant de la sceller. Un autre avantage du positionnement universel du pilier à 360 degrés est le scellement intraoral de plusieurs couronnes ou bridges, éliminant ainsi beaucoup de problèmes inhérents à l'ajustage passif de l'armature coulée. Dans notre démonstration, un bridge de 3 éléments est réalisé par le scellement intraoral de la face distale de la canine en extension et la face mésiale de la première prémolaire maxillaire. Après l'insertion des couronnes IAC unitaires et les modifications nécessaires, l'une des couronnes est retirée et leurs faces interproximales communes sont préparées pour le scellement. Chaque surface est nettoyée à l'alcool avant d'y appliquer et photopolymériser un adhésif. Du matériau composite est ensuite appliqué aux surfaces. Après la pose définitive de la couronne IAC et l'enlèvement des résidus du matériau composite, de la vaseline est appliquée avant de photopolymériser le matériau. Dans notre second cas clinique, un pontique réalisé au laboratoire est simplement scellé aux couronnes IAC adjacentes. Les surfaces des deux couronnes IAC adjacentes sont rendues rugueuses et un adhésif y est appliqué et photopolymérisé. L'adhésif est également appliqué à la surface rugueuse du pontique et photopolymérisé. Ensuite, du matériau composite est ajouté aux surfaces des couronnes IAC et du pontique. Après le positionnement du pontique, les résidus du matériau composite sont enlevés et de la vaseline est appliquée avant la photopolymérisation finale. La prothèse télescopique présente une excellente alternative à la procédure de greffe osseuse importante qui est souvent requise lors du traitement d'une crête atrophiée. Bien que la prothèse soit amovible, le patient a le même sentiment de stabilité qu'avec une prothèse fixe. Ceci est particulièrement utile lorsqu'on a besoin d'un soutien maximal des lèvres. 3 implants bilatéraux constituent le soutien idéal pour cette prothèse, mais d'autres dispositions sont acceptables. Les piliers non épaulés et stilts épaulés, droits et angulés, avec un positionnement universel à 360 degrés, facilitent non seulement la réalisation de la prothèse télescopique, mais offrent aussi une esthétique exceptionnelle parce que le pilier lui-même peut servir de couronne primaire, fournissant ainsi plus d'espace pour des considérations esthétiques. Dans notre démonstration d'une prothèse télescopique, avant d'exposer les implants avec un puits de 2 mm,
l'occlusion est enregistrée, ce qui facilitera plus tard la réalisation de la prothèse finale. L'exposition des implants est suivie par la prise d'empreinte au niveau de l'implant en plaçant à la force des doigts des transferts de 2 mm en titane rouge avec leur chape en plastique rouge dans le puits de l'implant. Les chapes en plastique restent dans le porte-empreinte fermé. Pour assurer un résultat précis, il est impératif que seulement les chapes plastiques soient retenues dans l'empreinte. Puis, les transferts en titane sont retirés du puits des implants et ils sont insérés dans les analogues d'implants rouges de 2 mm avant de les placer dans les chapes plastiques situées dans l'empreinte. Un modèle en plâtre dur est ensuite coulé. Les piliers appropriés sont sélectionnés et fraisés de façon parallèle avec leur cône de 2 degrés et d'une longueur de 3 mm. Avant la réalisation des 6 coiffes avec leur étai en métal, un gabarit d'insertion jaune est réalisé au-dessus du pilier fraisé pour assurer leur alignement et positionnement correct en bouche. Après l'insertion des piliers fraisés, l'occlusion est de nouveau enregistrée. Puis, les 6 coiffes métalliques individuelles sont insérées avec leur étai en métal qui est fixé aux coiffes à l'aide de résine acrylique. Ils sont ainsi enlevés ensemble dans l'empreinte de l'arcade complète. Les piliers fraisés sont retirés de leur implant et insérés dans les analogues d'implants rouges de 2 mm avant de les positionner dans les coiffes métalliques au sein de l'empreinte de l'arcade complète pour la coulée d'un nouveau modèle en plâtre. La prothèse télescopique finale et un gabarit d'insertion adapté sont réalisés sur le nouveau modèle en plâtre. Les piliers fraisés sont de nouveau retirés du modèle et mis à leur place définitive dans le puits des implants à l'aide du gabarit d'insertion adapté. Finalement, la prothèse télescopique finale est posée et d'éventuelles adaptations occlusales sont faites. La prothèse complète sur barre est une restauration populaire. Pourtant, les praticiens devraient d'abord faire une analyse du coût des composants, des coûts de laboratoire et du coût du temps de travail pour la réalisation de ces prothèses par rapport au coût de la réalisation de plusieurs bridges par le scellement intraoral ou couronne IAC avant d'opter pour une prothèse complète sur barre. Néanmoins, cette restauration a des mérites pour les patients nécessitant un soutien important des lèvres. Dans notre première démonstration, après l'exposition de 3 implants mandibulaires avec un puits de 2 mm et l'insertion de 3 piliers fixes amovibles angulés à 15 degrés avec leur vis de fixation hexagonale d'une longueur de 5 mm, les piliers sont tournés afin d'atteindre le parallélisme des 3 vis de fixation. Après avoir vérifié leur parallélisme, les piliers sont mis à leur position définitive dans les implants en tapant légèrement. Les vis de fixation hexagonale sont dévissées et 3 coiffes de transfert en titane sont fixées aux piliers fixes amovibles à l'aide des vis de fixation d'une longueur de 10 mm. Le filetage interne des vis de fixation est rempli de coton et les coiffes de transfert en titane sont entourées de résine acrylique rouge afin d'assurer la stabilité lors de la prise d'empreinte et de la coulée du modèle en plâtre. Après durcissement du matériau d'empreinte, les vis de fixation hexagonale de 10 mm sont dévissées pour enlever l'empreinte de l'arcade complète. 3 analogues de piliers en titane sont fixés à l'aide des vis de fixation aux coiffes de transfert en titane au sein de l'empreinte avant de couler le modèle en plâtre. L'enregistrement de l'occlusion se fait de façon conventionnelle. Après le montage esthétique de la prothèse en bouche, le modèle et la maquette en cire sont scannés au laser pour la production usinée de la barre en titane et pour préparer la prothèse en résine. La barre en titane est fixée aux 3 piliers fixes amovibles à l'aide de 3 vis de rétention hexagonales
et la prothèse est insérée en bouche. Dans notre seconde démonstration, l'exposition de 4 implants maxillaires avec un puits de 2,5 mm est suivie par la prise d'empreinte au niveau de l'implant en insérant des transferts de 2,5 mm en titane bleu avec leur chape en plastique bleu dans le puits de l'implant avant de retirer uniquement les chapes plastiques dans le porte-empreinte. Après avoir enlevé les transferts en titane bleu, les piliers de cicatrisation en plastique blanc sont insérés dans le puits des implants pour favoriser la formation des tissus mous avant la prochaine phase de restauration. Après la période de cicatrisation, les piliers de cicatrisation blancs sont retirés et les tiges guides de 2,5 mm sont insérées dans le puits des implants pour faciliter le choix des piliers fixes amovibles angulés appropriés. La jauge de profondeur est utilisée pour faciliter le choix du pilier avec la hauteur appropriée. Les piliers sélectionnés avec leurs vis de fixation attachées sont insérés dans les puits des implants avant d'être positionnés définitivement en tapant légèrement. Des coiffes de transfert en titane sont placées sur les piliers et fixées à l'aide d'une vis de rétention hexagonale qui sera dévissée plus tard pour enlever le porte-empreinte. Les coiffes de transfert sont entourées de résine acrylique rouge pour assurer la stabilité lors de la prise d'empreinte à ciel ouvert et de la coulée du modèle en plâtre. Une vis de couverture protège le filetage des piliers fixes amovibles lors de l'enregistrement conventionnel des rapports occlusaux. L'élaboration en laboratoire de la barre fraisée et de la prothèse se fait de la même manière que dans le cas précédent des 3 implants mandibulaires. La barre usinée est fixée aux 4 piliers fixes amovibles à l'aide de 4 vis de rétention hexagonales et la prothèse est livrée au patient. La prothèse complète, retenue par des implants et à appui muqueux, est probablement la restauration sur implant la plus souvent utilisée et la plus économique pour un édentement total. Pour la plupart des patients, 4 implants maxillaires et 2 implants mandibulaires constituent le nombre idéal d'implants. Si l'enlèvement de la plaque palatine de la prothèse maxillaire est envisagé, il est conseillé de poser 4 implants. Néanmoins, le placement d'un seul implant mandibulaire et de 2 ou 3 implants maxillaires a encore des mérites. Bien qu'il soit possible de placer plus de 4 implants maxillaires ou 3 implants mandibulaires, il faut dans ce cas évaluer le rapport qualité-prix par rapport à une prothèse fixe. La réalisation d'une prothèse complète retenue par implant et mucoporté est une procédure simple, tant au cabinet dentaire qu'au laboratoire. Pourtant, afin d'assurer un bon résultat, il faut prêter une attention particulière à certains détails pour éviter que la prothèse soit implantoportée ou supportée au lieu d'être uniquement retenue par les implants et mucoportés. La prothèse implantoportée pourrait entraîner à terme une perte osseuse autour de l'implant et une fracture ultérieure de l'implant. Grâce au positionnement universel à 360 degrés du pilier Bicon, le parallélisme est atteint facilement avec une combinaison de piliers à 0 et à 15 degrés, même si les implants ne sont pas parallèles. Lors du choix des piliers angulés appropriés, afin d'assurer leur parallélisme, on utilise une tige guide rouge, bleue ou verte, destinée spécifiquement à un puits de l'implant d'un diamètre de respectivement 2 mm, 2,5 mm et 3 mm. Les tiges guides sont insérées dans les puits de l'implant pour indiquer leur axe d'insertion, ce qui facilitera le choix et le positionnement des piliers droits ou angulés à 15 degrés. Notre démonstration d'une prothèse complète sur implant utilisant 2 piliers Brevis commence avec l'enregistrement de la relation intermaxillaire des 2 prothèses avant l'exposition des 2 implants mandibulaires. Après l'exposition chirurgicale des implants, une tige guide rouge de 2 mm est placée dans le puits des implants pour indiquer leur axe, facilitant ainsi le choix des piliers angulés appropriés
pour assurer leur position parallèle et dont la base hémisphérique entre en contact avec la muqueuse. Après avoir tourné et parallélisé les piliers, ils sont mis à leur place définitive dans le puits des implants en tapant légèrement. Une digue de caoutchouc est placée au-dessus des piliers brevis pour prévenir le blocage de la prothèse sur les piliers brevis à cause de l'excès de résine. Pour plus de sécurité, de la vaseline est injectée au-dessus de la digue en caoutchouc. Ensuite, de la résine acrylique légèrement visqueuse est appliquée sur les logements brevis insérés et dans la prothèse meulée largement. La prothèse est ensuite insérée et placée dans sa bonne position sur les logements brevis à l'aide de l'enregistrement de l'occlusion préfabriquée. Le patient est prié de serrer les mâchoires pendant la polymérisation de la résine acrylique. Puis, la prothèse est retirée avec les logements brevis afin d'enlever les résidus acryliques et de polir la prothèse. Si la prothèse présente une rétention inadéquate lors de la pose ou en cas d'une usure excessive des anneaux en caoutchouc, les logements peuvent être déplacés sur les piliers par un mélange trop visqueux de la résine acrylique. Le cas échéant, il faut enlever les logements et les repositionner correctement dans l'axe des piliers pour une prise d'empreinte ultérieure. Notre démonstration d'une prothèse complète sur implant utilisant 2 piliers locators commence par l'insertion d'une jauge de profondeur dans le puits des implants pour faciliter le choix du pilier locator avec la hauteur appropriée. Les piliers sont ensuite insérés avec des espaceurs blancs pour prévenir le blocage des anneaux en plastique mâle par la résine. Les anneaux en plastique sont insérés et leur position par rapport à la base de la prothèse est indiquée avec un marqueur noir. La prothèse est meulée largement à l'aide d'une fraise acrylique pour incorporer les anneaux en plastique mâle. Après avoir contrôlé la prothèse, de la résine acrylique est appliquée sur les anneaux en plastique et dans la prothèse. Ensuite, la prothèse est insérée et le patient est prié d'exercer une force occlusale sur la prothèse jusqu'à durcissement de la résine. L'instrument locator de base est utilisé pour remplacer l'anneau en plastique mâle noir par l'anneau avec la rétention souhaitée. Finalement, la prothèse est terminée, polie et positionnée en bouche. Comme les praticiens expérimentés le savent, il y a différentes manières d'obtenir d'excellents résultats cliniques pour leurs patients. Les techniques montrées dans cette vidéo ne constituent que quelques protocoles cliniques éprouvés pour restaurer les implants Bicon. J'espère qu'elles vous aideront à offrir à vos patients une restauration de haute qualité. Je vous remercie de votre attention.